Les autres parties de l'interview sont en description de cette vidéo ou du podcast. Alors c'est intéressant parce que ça me permet de rebondir sur notre question, qui est justement ce rapport avec l'argent, par rapport au potentiel aussi. Toi qui t'es lancé dans l'entrepreneuriat, on en parlait tout à l'heure hors enregistrement, le rapport à l'argent en fait, quand tu es entrepreneur. Parce que les hauts potentiels ont souvent un rapport à l'argent qui est compliqué, ambigu. Comment tu as fait cette transition? Toi, quel était ton rapport avec l'argent et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es entrepreneur et tu acceptes d'être entrepreneur? Moi, j'ai pas eu le choix pour être entrepreneur, donc de toute façon, j'ai pas de débat. En fait, il y a des gens qui ont le choix et tant mieux pour eux. Moi, aujourd'hui, je sais que c'est un peu la mode en plus, ce qui est tant mieux aussi. Je trouve ça très bien, mais moi, j'ai pas eu ce luxe d'avoir le choix parce que comme je t'ai dit, je suis inembauchable. Donc, de toute façon, si je voulais gagner ma vie, il fallait que je mette à mon compte. Ça réglait la question. Après, être à l'aise avec l'argent, c'est pareil, c'est les années. C'est les années, l'expérience. Et ce que je te disais tout à l'heure, quand j'ai lancé mon premier truc sur Internet, j'étais hyper mal à l'aise. Alors que paradoxalement, et c'était ça qui était rigolo, je pouvais te vendre un appartement à 100, 200, 300, 500 000 euros, 1 million d'euros. Ça m'a jamais posé problème en immobilier. Mais parce que l'immobilier, ça fait vraiment, là, ça fait très longtemps maintenant que j'en fais, depuis 2003, ça commence à faire une sacrée paire d'années. Donc, c'est usuel maintenant pour moi, l'immobilier. D'accord, donc en fait, c'était plus le fait que tu arrives à t'exploiter dans l'immobilier plus que d'avoir un rapport vraiment avec des billets entre les mains et vendre. C'est vrai que ce que tu viens de dire est peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai aussi aimé l'immobilier. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de vrai rapport financier dans l'immobilier. Tu vois des gens, tu signes des papiers, et puis tu as de l'argent le jour qui arrive sur ton compte. Alors, dit comme ça fait magique, mais c'est pas vrai. Tu viens pas de le prendre en la main pour le mettre dans c'est exactement ça. Et c'est vrai ce que tu viens de dire. Je l'avais jamais réalisé. C'est vrai que voilà, j'ai pas ce phénomène de dire là, il faut que tu payes. Il n'y a pas ça en fait. Moi, je te présente un truc, ça te plaît, tu le prends, ça te plaît pas, tu le prends pas, t'es pas obligé. J'en ai d'autres qui arrivent derrière, qui vont visiter, il y en a bien un qui va le prendre. Et donc, c'est vrai, je l'avais jamais vu sous cet angle. Un jour après, tu as l'argent qui arrive sur le compte en banque, mais c'est voilà, la vente elle est faite. En plus, on va pas se mentir, la vente c'est pas moi qui l'a fait. Moi, j'ai toujours délégué à des agents immobiliers parce qu'effectivement, j'étais pas forcément toujours à l'aise avec ça. Donc, j'ai choisi un truc où finalement. D'accord. Moi, mon expertise nécessaire, c'est dans le fait que je sois capable de bien acheter. Après, la négociation, c'est encore un autre problème et je suis plus à l'aise avec la négociation du coup. Donc voilà, pas trop de problème. C'est plus parce qu'un jeu, un truc comme ça, il n'y a pas le côté rapport avec l'argent. Et toi aujourd'hui, donc tu as cette connaissance, tout ça, tu t'es développé au niveau de l'entrepreneuriat. Si par exemple, prenons le cas de ta fille, quel âge a ta fille? 2 ans et demi. 2 ans et demi, donc elle est encore un peu jeune pour ça. Mais imaginons que ta fille, elle est dans le même, elle est comme toi, elle est peut-être au potentiel, on ne sait pas encore. Qu'est-ce que tu ferais avec elle si d'un coup un jour tu dis, effectivement, elle est quand même très différente, elle est peut-être plus rapide. Qu'est-ce que tu ferais pour l'aider à s'épanouir? Comment dire? Ta question, elle est l'aider son pipé dans cet exemple-là, parce que si tu veux, elle est avec un père qui est entrepreneur. Moi, ma fille, dès qu'elle va venir me dire... Oui, justement, ça peut aider des gens qui n'ont pas cet état d'esprit encore. Mais c'est facile, en fait. Moi, ma fille, je sais déjà ce qui va se passer. Je n'ai pas de prétention, mais je connais l'histoire. Je sais ce qui va se passer. Elle va aller au couvent. Mais non, mais pas du tout. À 8 ou 9 ans, elle va arriver, comme moi j'avais fait quand j'étais jeune, elle va me dire, oh, je pourrais peut-être faire ça. Et la plupart des parents, ils me disent quoi? Ah non, va à l'école et travaille. Moi, je vais juste lui dire, oui, viens, on le fait. C'est tout. La différence, elle est là. C'est juste dans le rapport à la proposition que va avoir l'enfant. C'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir dire ça à son enfant parce qu'il faut aussi avoir les capacités de lui expliquer comment faire, avoir l'expertise pour lui faire. Mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Non, pas l'expertise, la volonté. Moi c'est une fille. Je m'attends à ce qu'un jour elle me dise papa, on fait une marque de fringues. Mais je lui dirais oui. Après, c'est juste la volonté de t'intéresser à ton enfant et de l'accompagner dans son délire, même s'il a 8 ans. Donc tu as raison, là tu as raison de dire oui. Voilà. Dire oui. Moi je lui dis vas-y on le fait. Et donc tu vas avec ta gamine sur les marchés, tu commences à aller lui dire voilà il faut faire ça, tu mets de l'argent, tu lui montres, tu lui dis ben voilà on achète, allez il faut revendre maintenant ce prix-là, vas-y fais-le. T'as voulu, donc moi je t'aide mais je le fais pas. Et moi c'est pour ça que je dis moi je suis un peu tête brûlée au départ, on va pas se mentir. Et ensuite moi ma fille elle est tout le temps avec moi, elle a déjà 2 ans et demi, elle a dû visiter plus de maisons que la plupart des gens sur la terre. Experte immobilière sans le vouloir, voilà. J'ai déjà commencé à organiser, elle n'aura pas d'argent de poche, je vais très rapidement lui acheter un bien immobilier qu'elle aura en location, elle le gérera. Quand tu auras plus de locataire, je lui dirai ma cocotte, c'est ton argent, démerde-toi, tu le remets en location, c'est pas mon problème. Déjà à tes 18 ans, tu auras un bien, la plupart des gens n'en auront pas. Donc, s'il n'y a plus de loyer, tu vas chercher ton fric. C'est pas moi qui te le donne, il est là ton argent. Terminé. C'est ton rapport après à tout ça et ta vision qui va conditionner ton rapport à l'enfant. Donc, la question, elle n'est pas, comment dire, tu la poses pas à la bonne personne parce que moi, je suis un peu. Non, mais tu as bien répondu en disant que oui, si elle te dit quelque chose, tu vas lui dire oui. À l'inverse, d'autres personnes qui vont dire non, attends. Passe ton bac, attends ci, attends là, attends ça. Tu vas lui dire oui, tu as envie de faire ça, viens, on le fait.
et puis au moins tu t'épanouis, puis si c'est pas la bonne solution, tu feras autre chose après. C'est du bon sens. Dans la vie, c'est pas du bon sens pour tout le monde. Non, c'est du bon sens. Dans la vie, tu as deux possibilités. Quasiment tout le temps, dans toutes les relations humaines, tu as deux possibilités. Tu peux soit casser l'autre en lui disant non, c'est de la merde et tout, nanana. Dans tous les cas, s'il a une bonne ou une mauvaise idée, si tu le casses, on ne saura jamais. Ou tu peux soit lui dire oui, viens, on le fait, et si jamais c'est une bonne idée, tu le sauras. Même si ça te paraît débile. C'est ça qui est le plus dur en fait. La vérité, c'est que quand quelqu'un t'explique, même ta gamine de 8 ans, de 4 ans, je m'en fous. Moi, l'âge, pour moi, il n'a jamais eu d'importance. Je peux parler à tout le monde. Ma femme, elle a eu beaucoup de mal à comprendre. Elle commence à comprendre à force de vivre avec moi. Et moi, si tu viens me dire un truc intéressant et que tu as 15 ans, je t'écouterai. Tu viens me dire un truc intéressant et que tu as 60 ans, je t'écouterai. Pour moi, l'âge n'a aucune incidence sur la qualité de ce que tu peux dire. Bien au contraire. Et donc, du coup, après, c'est ton choix à toi. Est-ce que t'as pas envie de voir s'il a une bonne idée, ben dans ces cas-là, tu le casses et puis tu passes à autre chose. Est-ce que tu as envie de voir s'il a une bonne idée? Dans ces cas-là, tu le. Voilà. Alors moi, on me propose de faire des affaires. Effectivement, je suis obligé de dire non à des trucs parce qu'à des moments après, tu peux pas tout faire. Ouais. Mais dans le cadre de tes enfants, c'est un rapport un peu différent. Ça vaut quand même le coup de passer des week-ends. Et puis tu vas, au pire, même s'il a une mauvaise idée, tu vas passer une super aventure, quoi. Après, quand elle sera vieille, elle racontera que son vieux père, il était avec elle sur les marchés, a créé sa marque de merde, qu'on n'a jamais réussi à vendre à personne d'autre qu'à Mamie Ginette, tu vois. Donc ça dépend comment tu vois la vie. Moi, j'aime la vie au départ. Je trouve que tout ce qui est à vivre est intéressant. Donc c'est aussi une façon de voir les choses, quoi. Non, mais c'est intéressant que tu dises parce que c'est pas évident pour tout le monde de réagir comme ça. Mais ça devient intéressant à partir du moment où toi tu le dis, où moi je dis la même chose, ou d'autres personnes, d'autres surefficients qui ont, entre guillemets, on va dire, réussir leur vie selon leurs propres valeurs, disent la même chose. Et effectivement, ce que tu dis, ce que moi je dis aussi, est qu'effectivement, quand tu as un enfant, il faut lui dire oui, il faut lui laisser faire des choses, même si c'est pas dans les normes, et que l'école, entre guillemets, je suis d'accord avec toi, c'est pas la meilleure des solutions pour s'épanouir dans la vie, surtout quand on est au potentiel. Donc ça devient intéressant à partir du moment où ce que tu dis, ben, ça résonne à chaque fois. Donc c'est pour ça que c'est pas beaucoup de personnes qui ont cet état d'esprit de dire oui, si mon enfant il vient de me dire de lancer une marque d'habits à 12 ans, je vais lui dire oui. La majorité des gens, par souci de formatage social conformiste, vont dire non, passe ton bac parce qu'il faut passer ton bac, ou non, c'est pas ce mois-ci qu'il faut le faire, attends les vacances scolaires, ou non, fais ci, fais ça. Donc il faut laisser beaucoup de liberté au potentiel pour qu'il puisse s'exprimer et parler. Mais après, au potentiel ou pas, il faut encourager, je pense, il faut s'encourager. C'est quand même plus intéressant de faire des choses que de ne pas en faire. C'est mon avis, hein, mais bon. Et alors, petite parenthèse, au niveau, là on a parlé beaucoup de carrière, de développement, au niveau émotionnel et sentimental. Est-ce que toi, ça te fait sourire déjà, est-ce que toi, c'est quelque chose comment tu as vécu ta vie émotionnelle depuis ton enfance à aujourd'hui? Avec les femmes, on est d'accord, mon rapport avec l'autre. Les femmes ou les autres humains, les amis, la famille, est-ce qu'émotionnellement, même ne serait-ce que par rapport à des événements, comment tu réagis émotionnellement? C'est quoi ton rapport avec les émotions? Amicalement, je suis assez fidèle avec mes amis. Après, je suis quelqu'un de très sociable, donc je peux me faire des nouveaux amis, j'évolue dans... Je veux dire par là, pour te donner une piste, est-ce que c'est quelque chose qui t'handicape ou est-ce que c'est quelque chose qui te fait avancer au niveau émotionnel? Ma relation avec les femmes a été complexe parce que pendant que je construisais mon patrimoine immobilier, que j'étais dans mon projet, mais là c'est pas une question de surefficience, mais le projet prenait trop de place dans ma vie pour qu'une femme ait de la place ou qu'elle retrouve sa place. Voilà, c'est ça la réalité. Et puis moi je pense que j'étais peut-être pas prêt, et puis j'avais peut-être pas, il y avait plein d'éléments. J'ai peut-être pas rencontré la bonne aussi. En tout cas la personne qui comprenait la situation. Après mon rapport avec les autres, je suis quelqu'un de très fidèle, je suis quelqu'un qui aime rencontrer des gens, parler avec des gens, donc... Est-ce que par exemple, toi, tu peux pleurer sur un film, ou tu peux avoir une émotion forte qui monte, ou toi, les émotions, c'est quelque chose qui est tout à fait maîtrisé, parce que tu as toujours géré ça de manière... J'ai longtemps été dans la maîtrise au niveau des émotions, et pareil, avec les années, en m'assumant et tout, moins maintenant. Bon, après... tout à l'heure, t'expliquais ce système de carapace, je me suis assez reconnu là-dedans, je pense que je me suis assez blindé à ce niveau-là. C'est vrai que le sport aide beaucoup aussi par rapport aux émotions aussi, donc c'est vrai que c'est... Je me suis jamais trop posé de questions là-dessus. C'est vrai qu'on est un petit peu deux sujets biaisés parce qu'en tant qu'athlète de haut niveau, les émotions, on a tendance à les maîtriser, les émotions. Ouais. Et j'ai des émotions, non, je peux les laisser s'exprimer, mais ouais, non, je suis pas d'handicap particulier. Non, à ce niveau-là, ça va. C'est une question comme une autre. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, à un haut potentiel? Parce que moi, j'aime bien le mot haut potentiel, parce que quelqu'un qui a du potentiel, mais qui l'a pas encore exploité, mais qui, s'il l'exploite, peut faire quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que tu dirais à un potentiel, qu'il ait 15 ans, qu'il ait 20 ans, 30 ans, 50 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais si aujourd'hui, il est dans une sorte de mal-être
et qu'il n'est pas à la place qu'il devrait avoir à la fois dans son métier, dans son couple, ou que ce soit. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Je pense que ça va être un conseil un peu radical, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Alors déjà, je pense que sans parler de haut potentiel, tout le monde peut tout réaliser. Ce qu'un être humain a fait, un autre peut le refaire. Donc, voilà. Après, le problème des hauts potentiels, c'est le problème qu'on a avec nous-mêmes, en fait. C'est qu'on est beaucoup dans pas la flagellation, mais tu vois ce que je veux dire. On est dans... Je pense qu'en fait, le fait d'avoir cette capacité-là, elle nous rend très objectifs avec nous-mêmes, très durs du coup avec nous-mêmes. Et cette dureté nous sclérose, elle va avoir tendance à nous bloquer. La seule chose que moi j'aurais à dire à ces gens-là, c'est arrête de te bloquer en fait. Il y a autant de raisons de se bloquer que de raisons de faire les choses. Le plus dur c'est ça, c'est de canaliser tes pensées, ou plutôt d'arrêter de les canaliser sur les raisons de ne pas faire. Il faut essayer de trouver les raisons de faire. Et puis après, il y a un moment donné, il faut sauter, voilà, il faut le faire. Donc c'est ça le plus dur pour moi. Moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est ça, parce que moi, il y a eu des moments dans ma vie que j'ai bien en tête. Je me rappelle le jour où je me suis, tu vois, des moments très précis, le jour où je me suis lancé sur Internet, le jour où je me suis lancé dans mon patrimoine immobilier, le jour où je me suis lancé dans mon patrimoine immobilier, je rentre du travail et je me rappelle très bien, je passe sur un barrage. Et au bout du barrage, il y avait un passage que j'ai retiré du livre d'ailleurs. La route en fait se séparait en les deux chemins menés à l'habitation où j'habitais. Il y en avait un qui était plus long et l'autre qui était plus court, mais les deux ramenaient chez moi. Et je me rappelle très précisément de m'être garé à ce moment-là, être resté un petit moment devant cette intersection, parce que je me disais dans ma tête, là tu es au moment de ta vie où tu dois aller à gauche. Voilà, parce que ça va être le chemin le plus long pour arriver à ta maison. Mais c'est là où tu dois aller, mais tu pourrais très bien continuer d'aller à droite en fait. Drôle d'image, je sais, mais là je parle de mon patrimoine immobilier. Et ça m'a marqué parce que c'est exactement ça la vie en fait. C'est que tu peux toujours rester ta vie sur le chemin de droite en fait, qui est le chemin que tout le monde prend. Et c'est ok en fait. Encore une fois, si tu l'assumes. Si tu l'assumes, il n'y a pas de problème. Maintenant, dès l'instant que tu l'assumes pas, ça vaut le coup d'aller à gauche. C'est plus long, c'est plus chiant, c'est plus con, c'est plus tout ce que tu veux, mais ça vaut le coup. Alors, juste deux petites questions pour conclure cette interview qui est super intéressante. La première, c'est est-ce que toi, tu as eu un problème pour canaliser ta pensée? Ou est-ce que tu as tendance à partir dans tous les sens? Je l'ai toujours le problème, je l'aurai toute ma vie. Hein. C'est compliqué. Comment tu gères ça? Comment tu le vis? Est-ce que tu l'assumes? Je l'assume, je travaille dessus. Là, maintenant, je fais des tests. Donc là, je fais des listes en ce moment. Je suis sur le système des listes sur un cahier. Ça marche pas trop sur moi. Tu essaies de trouver un processus pour canaliser. Ce que je fais qui marche, c'est un système de priorité. Donc dans ma tête, j'ai une classification, mais qui est interne, que j'ai pas noté quelque part. J'ai des priorités. Donc par exemple, l'immobilier, c'est la priorité numéro 1. Donc quoi qu'il arrive dans ma vie, si on m'appelle pour de l'immobilier, ça passe avant tout en fait. Voilà. Donc en fait, j'ai classé comme ça dans mon esprit. Je classe. Donc des fois, ça change. À un moment donné, c'était la natation qui était devant tout. Et l'immobilier en deuxième. Et à des moments, voilà, toi, j'ai cette espèce de classification dans ma tête que je peux moduler selon les périodes. Et quand il y en a une qui est en numéro 1, dès qu'il y a quelque chose qui est lié à ça, j'arrête tout. D'accord. Voilà. Donc c'est une classification interne. Voilà. Ça a toujours marché, donc j'ai gardé ça. Après, pour le fait de partir dans tous les sens, je partirai toute ma vie dans tous les sens. Hein. Ça, je crois que malheureusement, j'aimerais, si quelqu'un a quelque chose d'ailleurs qui me le fasse savoir, ça m'intéresse. Mais moi, j'ai pas trouvé de solution, quoi. D'accord. Et une autre chose, une parenthèse que je veux ouvrir, tu m'avais parlé à un moment du Mensa. Tu étais allé voir du côté du Mensa. Est-ce que tu pourrais nous résumer comme ça en quelques mots? Alors, je vais résumer rapidement. J'ai plus tard dans ma vie. Le Mensa, d'abord, on explique ce que c'est le Mensa. C'est une association de surdoués qui aide les surdoués. Donc, ça met en avant les surdoués, entre guillemets, qui ont réussi. Tout est relatif. Hein. Voilà. La réussite, elle est subjective à celui qui la vit et à celui qui la regarde. Bon, bref. Donc ça met en avant ceux qui ont réussi pour aider ceux qui ont des problèmes. Moi j'ai beaucoup aimé les contacts que j'ai pu avoir avec le Mensa. Je n'y suis pas rentré pour être tout à fait honnête parce que ça demandait, il fallait, je pense qu'il fallait être présent et moi dès qu'on me demande un peu trop de présence j'ai un petit problème parce qu'encore une fois j'ai des priorités quand même et j'essaye de les maintenir. Par contre, ça m'a fait un bien fou pour recadrer l'histoire. Je pense que je découvre tout ça quand je suis juste avant la reprise de mes études, dans une période un petit peu de phase de questionnement. Je viens de passer une tranche de ma vie, donc je devais avoir 27 ans, je viens de passer de 15 à 27 à ignorer cette notion de surdoué parce que c'était plus facile pour moi de l'ignorer. Et à ce moment-là, je ressens le besoin de creuser de ce côté-là. Donc je lis un livre où c'est, je pourrais pas te donner le titre, mais en fait on voit un visage de profil avec un trait, il y a un cerveau avec écrit le comportement du surdoué, un truc comme ça, je me rappelle plus, mais bon voilà, un livre blanc avec la tête de côté, j'ai la couverture parfaitement en mémoire, j'ai plus le titre, désolé.
Je lis ce livre, il parle du Mensa à l'intérieur, je me renseigne sur le Mensa. Les peu de contacts que j'ai eu avec eux, et j'en ai eu plusieurs, m'ont énormément fait de bien. Je crois me souvenir que j'ai vu des personnes du Mensa physiquement aussi, je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà. Et ça m'a fait un bien fou parce que le peu qu'il y a eu, ça a été parfait. Je ne suis pas rentré encore une fois, je nageais 2 fois par jour à cette période-là, j'avais mon immobilier à côté, j'étais dans un changement, j'ai arrêté mon entreprise pour me lancer dans des études. Oui, pas tout faire à la fois, c'est pas possible. Là, on te parle de réunions, de machin, bon. Voilà. Il faut rationaliser le temps. Et pas... Et à un moment donné, tu veux reprendre tes études. Je voulais absolument mon diplôme, c'était important. Donc, voilà. C'est passé secondaire. Nicolas, merci pour cette interview. Si vous voulez en savoir plus sur Nicolas, parce qu'en fait, tu racontes beaucoup de choses. Il y a le parcours de ma vie. Pitch-nous le livre, Devenir riche. Alors, faut pas s'arrêter sur le titre parfois, parce qu'il y en a qui vont dire oh, il parle de richesse, d'argent, et là, il n'y a pas que ça. Ouais, il n'y a pas que ça. J'ai eu une histoire de vie un petit peu atypique qui est grandement liée à l'histoire de mes parents. Pour faire rapide, mes parents ont fait faillite et suite à la faillite, j'ai dû m'adapter à la situation. Vraiment une faillite assez importante parce qu'il y avait une grosse société derrière. Donc une qualité de vie certaine qui passe à une qualité de vie plutôt mauvaise. Ce changement a provoqué en moi des réactions. Quand je dis que j'ai pas eu le choix, il y a eu tout ça qui a aussi fait que j'avais pas le choix. Et en fait, le livre, le titre est racoleur, bon certes, mais il est aussi lié à l'histoire parce que tout le long, le titre revient et il y a une explication derrière. Le titre qu'on trouve à la fin du livre. Le livre est en 2 parties. Les 2 tiers du livre, c'est mon histoire, où je raconte tout le cursus, et vraiment le cursus en partant de zéro et les petits business que j'ai mis en place pour avoir un capital et pouvoir me lancer en immobilier. Et la deuxième partie, c'est des grandes règles financières que je pense que tout le monde doit pouvoir appliquer dans sa vie, qui sont utilisables et que je donne pour qu'à son tour, le lecteur puisse les utiliser dans sa vie. 2 choses importantes, il y a 42 règles, elles sont telles qu'elles sont, elles sont utilisables. Certaines auraient mérité qu'elles soient approfondies, mais bon, 500 pages, donc il y a un moment donné, il y a ce qu'il faut pour s'en servir, voilà. Et deuxième élément, c'est un livre qui n'est pas un livre, c'est un vrai livre, c'est-à-dire que dedans, il y a tout ce qu'il y a à savoir dans le bouquin, quoi. C'était important pour moi d'écrire un vrai livre sur le sujet. D'accord. Voilà. Le lien est en description sous la vidéo, il y aura le lien en description. Et je pense que c'est intéressant pour quelqu'un qui veut développer son potentiel, qui veut changer de vie, de comprendre justement le parcours que tu as eu et qui permet aussi peut-être aussi de s'enrichir aussi, parce que c'est pas, faut être en accord avec l'argent aussi. L'argent, c'est aussi un bon outil. En immobilier, il y a une affaire qui m'avait marqué. J'en avais fait une super opération et on avait acheté ce bien dans des circonstances malheureuses. Je ne vais pas les raconter ici, mais j'ai acquis ce bien où la famille est en face. Ce qui s'est passé à l'arrivée quand j'ai acheté le bien, c'est que le lendemain matin, je vais dans le bien en fait, il y avait encore des meubles à l'intérieur et j'avais vendu les meubles en fait. Et il y avait la famille qui ont vu leur maison vendue à leur insu. Donc c'est une sombre histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois, qui était devant la maison, qui pleurait et qui venait pour espérer récupérer un peu des meubles. Et ce jour-là, j'étais hyper mal. Je leur ai pas dit la vérité. Je leur ai même pas dit que c'est moi qui avais acheté, parce que moi j'étais avec des sociétés, donc ils n'avaient pas moyen de savoir que c'était moi qui avais acheté. Donc j'ai pu leur dire que moi j'étais un salarié et j'ai pu mentir parce que j'étais trop mal à l'aise. Et le soir, quand j'en ai parlé avec ma mère, elle m'a dit un truc que je dis tout le temps maintenant, qui m'a vraiment marqué. Elle m'a dit, de toute façon, Nicolas, c'est pas toi qui l'avais fait, ça aurait été quelqu'un d'autre. Donc le malheur, tu l'aurais pas évité. Oui. Et l'argent, il aurait été pris juste par quelqu'un d'autre. Donc la question à se poser, c'est pas si l'argent c'est bien ou c'est mal, c'est si tu as une opportunité, si tu ne la saisis pas, quelqu'un d'autre de toute façon la saisira et il se posera pas les questions que toi tu te poses. Et je sais que ça m'avait, j'y pense encore quand j'ai un problème, je pense à ça et je me dis mais de toute façon si quelqu'un est à ma place à ce moment-là, il le fera. Donc autant que ce soit moi. Ok, merci beaucoup pour cette interview. Avec plaisir. Et puis, si vous avez peut-être des questions pour Nicolas, je les transmettrai aussi. Avec plaisir aussi. Je vous recommande d'aller voir le livre et d'en savoir un petit peu plus. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.